Et ici, du coup, notre 5e live atelier. Et on est très heureux que ce soit avec vous. Je pense que vraiment que ça va être un sujet extrêmement passionnant. Et rien qu'avec les petites choses que vous avez dit, j'ai déjà des questions. Par exemple, qu'est-ce qu'une thérapie brève par rapport à d'autres types de thérapies, ce genre de choses. Donc, non, je pense que vous allez avoir plein de belles choses à nous raconter, donc c'est bien. Mais bon, sans plus attendre, du coup, je vous laisse commencer directement avec vos slides. Du coup, dans la vie, on a différents obstacles, différentes choses qui se présentent à nous, qui sont plus ou moins des épreuves, à plus ou moins grande échelle. Et du coup, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un petit cracas, un coup dur ou carrément un événement traumatogène capable de traumatiser quelqu'un. Est-ce que pour vous, déjà, vous pensez qu'il y ait une échelle particulière? Qu'est-ce que vous metteriez dans petit tracas, dans les coups durs, des événements traumatogènes? Vous auriez des exemples à donner? Tu demandes du coup, est-ce qu'il y a des échelles entre ces différents termes ou est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que vous metteriez dans chacune de ces trois catégories? Par exemple, dans petit tracas, on peut mettre nous certains événements qui pour certains ne sont pas des petits tracas mais plutôt des coups durs. Pour d'autres, ce serait plutôt des événements plutôt traumatogènes. Et D'accord. si chacun peut illustrer ces trois catégories avec leurs propres exemples, et s'ils veulent partager leurs exemples, qu'ils n'hésitent pas. Pour moi, un petit tracas, ça va être, je sais pas, quelque chose qui n'aurait pas trop de conséquences dramatiques, c'est-à-dire quand on reçoit par exemple un PV dans sa boîte aux lettres, bon c'est chiant, on n'est pas très heureux de ça, mais ça a pas trop de conséquences sur notre vie. Pour moi, c'est ça, un tracas, mais j'imagine que ça dépend de chacun. Si on reste sur cet exemple, déjà, si c'est une amende qui s'élève par exemple à 2 000 €, pour certaines personnes, ça peut d'un seul coup être un coup dur en fait. Mais pour d'autres qui vont être très à l'aise financièrement, c'est chiant, mais c'est pas si grave. Oui. Déjà, simplement, ce truc-là, en fait, est différent suivant la situation de la personne. Tout à fait. Non, je parlais d'un petit excès de vitesse, hein, évidemment. J'avais bien compris, mais... Alors que tu vois, moi, par exemple, j'ai mon petit tracas, des fois, c'est juste faire le choix au restaurant. C'est genre, tu as tes deux plats préférés, tu sais pas lequel choisir. Perso, ça me tracasse pas mal, tu vois. Oui. Voilà, c'est des petites choses qui restent comme ça, où on est là, on est en train de réfléchir, on a des sensations pas très agréables, mais tout va bien. On peut passer la soirée, on peut continuer à vivre. Ça va. Après, les coups durs, c'est un peu plus présent. On va réfléchir plus longtemps. Ça va nous freiner dans notre vie. Mais on peut avancer. Et puis, bon, voilà, un petit coup dur quand même. On le sent bien passer. Voilà. Comme un petit Covid qui passe. et puis plus fort. Les événements traumatogènes. Là, c'est pas sûr qu'on puisse avancer. Souvent, on va avoir besoin d'aide pour avancer dans ces cas-là. Et là, on stagne, souvent. Par exemple, on a je suis désolée si je présente mal. Petit tracas, j'ai oublié mes clés, j'ai mal au ventre. Coup dur, mort d'un animal de compagnie, véhicule cassé. Et traumatogène, maltraitance infantile, mort d'un proche jeune. Voilà. Et pour certaines personnes, par exemple, la mort d'un proche, ça peut être juste, entre guillemets, un coup dur. Ça dépend vraiment de la personne, des ressources qui vont lui être disponibles à ce moment-là, de son vécu passé. Ça dépend d'énormément de choses. Pareil, la mort d'un animal, pour certaines personnes, c'est très traumatogène. C'est pour ça que maintenant on accepte dans certaines structures de soins la présence de l'animal domestique, surtout si la personne vit seule, qui n'a pas de famille. On accepte l'animal de la personne dans le lieu, en tout cas, de soins. C'est pas rien. Ça aide à aller mieux.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant de retenir, c'est que du coup, d'une personne à une autre, ces échelles-là sont complètement différentes. Oui. Et du coup, en fait, il est impossible de dire qu'il y a quelque chose qui est plus grave qu'une autre. Ça dépend de la personne, du moment où elle le vit, de comment elle le vit et de qui elle est à ce moment-là pour le vivre. Parce que même chez une personne, cette échelle change d'un moment ou à un autre dans sa vie. Du coup, à chaque fois, quand on voit « Ah ouais, non, mais lui, c'est pire », non, c'est pas pire, c'est différent, c'est autre chose, mais c'est pas pire. Il n'y a rien de plus insupportable, que les personnes qui justement vont comparer les douleurs entre les personnes, et alors que ça n'a effectivement. Il y a l'effet inverse aussi parfois. Ouais. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en faisant ça, on n'écoute pas la souffrance de la personne, on fait juste du classement. On classe. Petit tracas, pourra quand même venir travailler. Hein. Ça va, elle a divorcé, ça va. Tout le monde divorce un jour, vous voyez. D'accord. Ok. Voilà. Et puis ça permet ça amène automatiquement un comportement. Ce comportement vient renforcer le mal-être de la personne qui n'est pas entendue à la hauteur de sa souffrance. D'où l'importance de respecter son échelle à elle de difficulté, de souffrance, qui cette échelle, comme disait César, évolue dans le temps, en fonction des expériences. Et tu disais qu'on peut également avoir l'effet inverse. On peut avoir l'effet inverse souvent en cabinet. Je reçois des personnes qui me disent « Bon, bah ça me tracasse pas mal et tout, mais bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a pire, quoi. » On s'en fout, il n'y a pas pire, ça n'existe pas pire ou mieux, ça n'a pas de sens en soi. Si à la personne, ça lui pose un problème, si à la personne, ça lui cause une souffrance, c'est un événement sur lequel on travaille. C'est tout. Il n'y a pas d'échelle à établir, en fait, dans un sens. J'imagine qu'on peut parler d'évolution également si une personne ayant vécu des choses, des événements traumatogènes, justement, se met à se durcir, à se créer une carapace et finalement à revoir son échelle des choses. Typiquement des choses qui, c'est ça, elle se détache, c'est-à-dire que typiquement des choses qui avant l'auraient particulièrement choqué, se met à l'ignorer ou en tout cas à ne plus montrer d'émotion. Je pense que ça la choque probablement au fond d'elle, mais en tout cas elle ne le montre plus ou. Bah, c'est exactement dans la même idée, pour l'exemple que tu donnes, si tu as une petite blessure à la main, pas grand-chose, mais tu sais, genre les blessures faites avec le papier, quoi. Ça fait pas mal en soi, c'est pas une grosse douleur, mais tu le sens tout le temps. Et si d'un seul coup on vient de casser le bras, bah en fait, tu t'en fous. D'un seul coup, ton cerveau est fait pour ignorer la petite douleur qui est à côté. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses que tu vis comme un gros coup dur, et d'un seul coup, il y a un événement traumatogène qui arrive. Bah, ton coup dur, finalement, c'est juste un petit trac. C'est vraiment cette notion d'échelle. Une difficulté à une échelle de souffrance par rapport à soi, et même par rapport à soi, une difficulté par rapport à une autre difficulté personnelle est déjà au niveau référentiel différente. C'est toujours en évolution. Il y aura toujours dans toutes nos souffrances une souffrance au-dessus des autres. Dans ce cas, petite question d'Iseult, est-ce que cette manière de diminuer l'impact n'est d'ailleurs pas un accélérateur des souffrances comme déni, honte, ressenti, etc. effet cocotte minute assuré? Alors, pas forcément. En fait, le cerveau est fait pour, entre guillemets, mettre de côté la souffrance qui est moins forte, on va dire, moins présente à ce moment-là. Et c'est fait pour pouvoir se focaliser sur le plus gros des problèmes actuels. Si on ne règle pas ce problème, oui, il y a un effet cumulatoire qui peut se faire et au bout d'un moment, ça peut péter. Par contre, si entre guillemets, le plus gros des problèmes, le problème le plus urgent vient à se régler, on aura acquis une certaine force, un certain accès à nos ressources qui nous permettront plus facilement derrière de gérer ces autres petits problèmes en fait. Du coup, oui et non, ça dépend de notre réactivité à ce moment-là, de ce qu'on en fait, encore une fois. Tout à fait.
Ça nous amène du coup souvent. Et du coup, ça nous amène à la suite. On parlait des ressources personnelles. Et oui, parce qu'on parle de difficultés, on parle de souffrance. Et surtout, il y a un mot qui vient de plus en plus à la mode, hein, le dépassement personnel, la force intérieure, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le guerrier intérieur. C'est ça. Et surtout des ressources. On parle du coup de plus en plus de ressources personnelles. Moi, j'aime bien cette notion de ressources. Et puis, vous voyez sur la diapo, il y a plein de petites questions. Parce que il y a plein de petites questions qui sont autour de ces ressources. Par exemple, est-ce que chacun a en soi des ressources personnelles? Grande question. Est-ce qu'on est tous dotés de ressources personnelles? Je ne sais pas si ça réagit dans le chat. On aurait tendance. Tachi qui nous dit que oui. Non, c'est pas nous. Je guette. Ouais. Et oui, on est tous faits de ressources personnelles. On est tous dans la capacité de puiser en soi pour aller au-delà de la souffrance et aller répondre à cette souffrance, en tout cas l'entendre et faire ce qui est nécessaire pour l'apaiser. Et j'imagine que bien que les ressources soient présentes, le travail consiste à aller le chercher. Exactement. C'est ça. C'est ça le truc. On a tous, entre guillemets, toutes les ressources nécessaires à affronter toutes nos problématiques. Le truc, c'est est-ce qu'on peut aller les chercher? Comment on peut aller les chercher? Et ça, soit on y arrive seul dans certaines situations, soit on va avoir besoin d'aide pour aller les chercher. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on sait aller les chercher, en général, on continue d'aller les chercher. J'aime beaucoup d'ailleurs ce qui est mis dans le chat par Croix qui dit parfois il y a des moments opportuns pour trouver ces ressources. Ça peut prendre plus ou moins du temps de trouver le déclencheur. Les déclencheurs, ça me fait penser que c'est vrai que parfois on reste très longtemps sur un problème en particulier et un jour dans une discussion avec quelqu'un qui est pourtant très très loin de peut-être très très loin de nous, c'est peut-être juste une personne qu'on va voir de manière extrêmement temporaire, mais elle va avoir je sais pas, la bonne tournure ou le bon mot pour faire comprendre quelque chose. Et c'est dingue de se dire que parfois ça peut tenir à une seule petite phrase. Je dis ça, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans un film ou un livre ou n'importe quoi. Il y a à un moment donné une espèce de prise de conscience. Et c'est très étonnant. C'est à mettre en lien aussi, ces choses-là, en fait, on peut les avoir vues ou entendues à un moment de notre vie. On n'aura pas du tout su les prendre et en faire quelque chose. Il y a aussi une notion de disponibilité. À quel moment tu es suffisamment ouvert? À quel moment tu as la porte qui est suffisamment entrouverte pour laisser passer quelque chose, en fait? Parce que si à ce moment-là, par exemple, tout va bien et que il y a certaines choses où du coup tu ne te poses pas les questions, sur lesquelles tu ne réfléchis pas ou quoi, si une information te vient, la plupart du temps tu passes à côté et tu la vois même pas, en fait. Alors que si tu es dans une problématique sur laquelle tu réfléchis en boucle, dans laquelle tu attends des réponses, et si la réponse te vient, là tout de suite tu la prends, tu l'accueilles et tu en fais quelque chose. C'est une rencontre. C'est vrai qu'il y a un film, une parole, une phrase, une rencontre qui peut nous faire réagir, mais on réagit parce qu'on est prêt, parce qu'on a l'écoute, parce qu'on le prend à ce moment-là. Donc c'est vraiment deux choses qui se passent et les deux choses doivent être présentes. Deux ingrédients, on va dire, présents pour que ça fonctionne. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi à ce moment-là, ça va faire tilt, alors que ça fait des années et des années qu'on nous dit, mais là quand même, il va falloir que tu fasses quelque chose. Oui, sur le coup, on ne se rend pas compte de pourquoi est-ce que l'on le prend. Mais c'est pareil, c'est un peu comme les autres questions qu'il y a sur cette diapositive. Il y a les gens ils pensent que c'est oui, mais c'est parce que j'ai pas réagi, parce que peut-être que je les avais pas encore en moi les ressources. Moi, je manque de volonté, je suis pas assez fort.
Ses origines. Comment ça vient, ces ressources? On est tous un peu comme les neurones, avec tous un stock de neurones, et on les perd à mesure qu'on crée des chemins d'action. Grande question, ça aussi. Eh bien, il y a plein de réponses. Il y a des ressources. Oui. Il y a des ressources avec lesquelles on arrive. Hein, avec. Est-ce que du coup... vas-y, Antoine. Non, j'imagine que tu allais rebondir sur le chat comme moi, j'imagine. Pas forcément, non, c'est que j'avais une question qui était plutôt liée sur la nature un peu de l'homme, si on serait tous naturellement résilients du coup. C'est un grand débat. La résilience. Alors, je sais pas si je vais rebondir sur la résilience, mais on arrive dans ce monde un peu sauvage, violent, avec des ressources, et puis on s'en développe. Chaque expérience qu'on a la chance d'avoir, chaque rencontre, chaque situation, chaque interaction amène, on va dire, quelque chose qui reste. Et ce quelque chose, c'est le plus, c'est notre ressource, c'est une énergie, et qui va permettre d'aller encore plus loin. Je ne sais pas si tu voulais dire comme ça. Oui, il y a différentes théories autour de cette résilience. Il y a Cyrulnik, j'ai regardé une conférence il y a pas longtemps en plus de lui, sur la résilience. C'est assez drôle. Oui, c'est son domaine. Et lui et quelques autres psychanalystes et psychiatres pensent qu'ils suivent un peu la théorie des 1000 jours. C'est-à-dire que entre guillemets, notre quota de résilience serait déterminé par notre vie dans les 1000 premiers jours de notre vie. C'est-à-dire à peu près sous 3 ans de l'enfant. Après, c'est pas mal débattu. Parce que ça voudrait dire que si, quand t'es enfant, quand t'es bébé jusqu'à tes 3 ans, si tes parents n'ont pas été présents, tu n'as pas développé de résilience et donc tu ne sauras pas affronter certaines choses. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que lui-même, quand il explique, c'est un peu plus fin que ça. Nous, on est plutôt dans l'état d'esprit de Palo Alto où on considère que dans tous les cas, on a tous un énorme potentiel de résilience. La question, c'est est-ce qu'il y a des choses dans ton chemin de vie qui te permettent d'accéder aux ressources qui te permettent cette résilience? Et je pense que les deux théories ne s'opposent pas forcément, dans le sens où, dans la théorie des 1000 jours, en fait, c'est parce qu'ils estiment que, justement, le chemin de vie de ces 1000 premiers jours peuvent, à eux seuls déjà, te donner énormément de ressources te permettant d'accéder à cette résilience. Mais c'est pas quelque chose de définitif, de fataliste ou de fermé. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, et ça même Cyrulnik le dit, en allant voir un professionnel de la santé, on peut réussir à débloquer certains blocages et accéder à notre résilience plus efficacement en tout cas. La résilience finalement, on peut le voir soit comme une ressource personnelle en soi, soit comme un accès, comme un lieu auquel on accède grâce aux ressources personnelles. Dans les deux cas, la résilience, c'est quelque chose qu'on a tous. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on y accède, finalement. Comment on s'autorise à y accéder? Je rebondis du coup sur ce qu'il y a dans le chat, parce qu'il y a des remarques intéressantes et quelques questions. Alors on avait, oui, d'où le fait que les gens qui essaient de donner la solution à un problème en mode forceur, parfois c'est pas le moment et la personne conseillée peut avoir le déclic que bien plus tard. C'est agaçant le je te l'avais dit qu'on peut se prendre après coup. C'est vrai. Wabi qui nous dit mais quand on passe sa vie à naviguer des coups durs en expérience traumatogène, cette question de ressources peut être perverse. Après avoir atteint un niveau où ces problèmes sont prégnants tout au long de nos expériences de vie, ne
ne devient-on pas en quelque sorte accro à cette situation qui nous force à avoir accès à ces ressources? Ne s'y habitue-t-on pas? Le fait de vivre, entre guillemets, de coup dur en coup dur, avec pas mal d'événements traumatogènes, ça a un effet sur le cerveau, en effet, parce qu'il y a un stress qui est présent. En particulier, ça va bien développer l'amygdale et au contraire inhiber tout le reste du cerveau. Et du coup, ça vient brouiller certaines capacités de réflexion, d'analyse, de certaines fonctions qui nous permettent justement cet accès à la résilience, à un certain bien-être. Pour autant, justement, en fait, si on les voit comme un coup dur, si on les vit comme un coup dur ou comme un événement traumatogène, le travail ne va pas forcément se faire directement dans le fait d'aller chercher des ressources personnelles pour travailler sur un coup dur ou sur un événement, mais avant ça, peut-être réfléchir à apprendre à percevoir la chose de manière différente. Et du moment où on se met à la percevoir de manière différente, l'état émotionnel devient différent et du coup, l'accès aux ressources n'est plus le même. L'accès aux ressources, certes, n'est plus le même, mais en plus de ça, les ressources dont on va avoir besoin ou nécessité pour cette problématique ne seront peut-être même plus les mêmes. Du coup, quelque part, le problème de vivre souvent ces choses-là, c'est qu'on a tendance à s'enfermer dans une vision, dans la vision de « moi, j'ai pas de chance », de « moi, je vis ça », et du coup, chaque nouveau truc qui va arriver sera un coup dur, parce qu'on s'attend à un coup dur. Alors que dans d'autres circonstances, peut-être que ça n'aurait pas été vécu comme un coup dur. Là, dans ces cas-là, c'est surtout un changement de perception qui est le plus adapté. On ne dit pas que c'est facile. Ah oui. Sinon, oui, ça serait bien. Mais, ce serait bien, mais vous seriez au chômage, donc on fera autre chose, c'est certain. Mais ce qui est important à se dire, parce que des fois, quand on cumule des coups durs, enfin, des situations très difficiles, de grandes souffrances, on perd de l'énergie et on ne sait plus trop comment faire. Donc quand les gens viennent nous parler de ressources personnelles, on peut leur dire « vous êtes bien gentils, mais moi j'en peux plus ». Et j'arrête pas de cumuler des choses assez difficiles dans ma vie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est des fois juste regarder la situation qu'on vit des fois depuis des années par une autre fenêtre, sous un autre angle, qui va permettre d'ouvrir, de tracer un trajet vers ces ressources-là. Oui, être accompagné pour ça, c'est indispensable même dans ces situations-là. Tous pour un. Tous pour un, pour tous. Est-ce que la question, c'est de savoir si est-ce qu'on a tous les mêmes ressources. C'est marrant parce qu'il y a ça quelques temps déjà, il y a JB Le Grec dans le chat qui a mis chacun ses propres ressources différentes. Et bien JB a un peu raison et à la fois il a tort. C'est-à-dire qu'on a tous, quelque part, on a tous toutes les ressources nécessaires à notre vie. Seulement, à un instant T, on n'a pas accès à toutes ces ressources. Donc, celles qui sont disponibles à ce moment-là, oui, elles sont différentes. Mais entre guillemets, dans la base de données, même si on ne va pas tout chercher, dans cette base-là, on les a tous. Toutes. Idéalement, dans un travail personnel, c'est de savoir accéder à la ressource nécessaire par rapport à la situation qu'on vit. Mais ça s'apprend. C'est un petit peu comme la méditation, ça s'apprend. Le travail sur soi, la rencontre avec soi, ça s'apprend. C'est vrai qu'on n'a pas encore bien cette culture-là en France, mais on s'ouvre de plus en plus. Et plus ce travail se fait, et plus on va accéder à la ressource qu'on a besoin, parce que quand même, on est notre meilleur ami, hein, notre meilleur allié.
Et on trouve cette ressource et on la fait émerger pour pouvoir l'utiliser et qu'elle ne soit pas complètement cachée dans un recoin de notre personne. C'est vraiment ça. Donc oui, on a les ressources en nous, mais c'est vraiment comment y accéder. Est-ce que le chemin a déjà été fait ou pas fait? Est-ce que c'est facile d'y accéder? Donc, grande question. Pareil pour savoir si elles sont constantes. Ça rejoint un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que si on avait toujours les mêmes ressources tout le temps, toutes à portée de main, constamment dans notre vie, bon, déjà ça serait chouette. Ça veut dire qu'on aurait un sacré sac à dos. Donc oui, non, elles ne sont pas toujours constantes. Elles varient. C'est pour ça que par moment, on se pose plein de questions et que par moment, on se rend compte que tout seul, on n'y arrive pas trop. Peut-être qu'on a besoin encore d'un guide, comme un guide de montagne, c'est ton exemple, pour accéder et pour, on va dire, rééclaircir le chemin d'accès. Par exemple, la fierté peut être une bonne ressource, parce que la fierté va gonfler la confiance, elle a un accès sur tout un tas d'autres ressources, et du coup, c'est une ressource qui peut être assez puissante, l'air de rien. Bon, on parle pas des excès, hein, mais d'avoir un petit peu de fierté, ça peut être très moteur. Sauf qu'à un moment ou un autre, si on se tape un bel échec dans sa vie, ça peut mettre un coup à cette fierté, et du coup, cette ressource se retrouve très diminuée. Et comme cette ressource est diminuée, la confiance, l'estime de soi et tout se retrouvent aussi diminuées. Donc en fait, les ressources en elles-mêmes, elles sont toujours là, mais la vision qu'on en a, l'accès qu'on en a, elle est bien diminuée. Et du coup, ça fait que même si la ressource en elle-même est constante, son accès, lui, n'est pas constant. Donc, du coup, on perd en qualité de ressources quelque part. Puis cette dernière et grande question sur les limites de ces ressources. Est-ce qu'on peut les épuiser dans le temps? Est-ce qu'elles ont une date de péremption? Est-ce que les ressources qu'on avait enfant sont toujours là? Est-ce qu'elles ont disparu? J'imagine qu'elles évoluent. Ouais. Qu'effectivement, elles peuvent paraître inexistantes à un moment donné, même si elles y sont toujours. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que le côté de cette limite, c'est surtout l'accès. Il faut s'imaginer qu'il y a un puits d'eau, plein d'eau. On peut aller prendre l'eau. Il y a une réserve illimitée. Elle est complètement illimitée. Mais pour aller jusqu'au puits, des fois, on ne sait pas trop comment faire. Et sinon, on y va, puis on a oublié de prendre le seau. Donc, on est face à des ressources, mais on ne sait pas les utiliser. C'est ça. Du coup, toutes ces ressources, il faut comprendre que voilà, il y a besoin d'un chemin d'accès à ces ressources, et il y a des choses qui peuvent nous aider à les faire ou à les défaire. Il y a certaines choses, en général, quand on arrive à passer un obstacle, on se crée un chemin où on consolide un chemin d'accès vers une ressource, alors que quand un obstacle devient compliqué et qu'on se le prend vraiment en pleine face, ça peut défaire un chemin d'accès. Et pour ça, je pense qu'il y a des notions à introduire qui sont celles de la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de danger, qui sont importantes à bien comprendre. Pardon. Moi aussi, je vais finir. Ah non, hein. Bon, on restera entre fans. Voilà, c'est ça. Et du coup, la zone de confort, c'est un peu particulier parce que le terme peut être trompeur. Souvent, on a tendance à penser que la zone de confort, c'est la zone où on est bien, où on est confortable. Bah non, en fait, c'est une zone qui est facile. C'est une zone qui est connue, qui rassure quelque part. Même, on peut ne vraiment pas y être bien, on peut souffrir. La plupart du temps, les personnes qui présentent une dépression restent dans leur zone de confort. Leur zone de confort leur procure un mal-être complet, mais ils sont dedans et ils y restent parce que c'est une zone qu'ils connaissent.
Et s'aventurer en dehors de cette zone de confort fait peur, ça devient difficile, et c'est de plus en plus difficile. Et du coup, on reste dans cette zone de confort qui se rétrécit peu à peu. C'est une zone qui bouge on va dire, à l'inverse de les... en diminuant. On pourrait penser que comme c'est une zone qu'on connaît, une zone qui rassure, on pourrait penser qu'elle reste constante dans le temps. Mais le souci. Et ouais, quand on n'en prend pas soin, quand on se contente de rester uniquement dans cette zone-là, elle ne peut faire que diminuer. Elle ne peut pas stagner, elle ne peut pas augmenter, elle ne peut faire que diminuer. C'est comme si vous ne choisissiez de vivre que dans votre appartement. Ben, l'air de rien, par exemple, là où il y a votre canapé, ben, vous n'allez pas sous votre canapé. Donc vous voyez qu'en posant un canapé dans votre salon, il y a toute une zone sur laquelle vous ne pouvez plus vous promener. Donc quelque part, votre salon a été diminué par le canapé. Pourtant, c'est confortable le canapé, mais ça a diminué ma zone. Ben, c'est un peu le même principe en fait. Le fait qu'on se contente de ça fait que dedans, il y a des zones qu'on oublie peu à peu, des zones qui se perdent, voire même elle peut être réduite de manière très violente quand on se retrouve du coup face à des obstacles. Donc là, le petit schéma, d'abord, il est par rapport à la zone de confort qui est en vert. On peut voir qu'il y a des flèches oranges qui descendent avec une zone de confort de plus en plus petite. C'est en effet, par exemple, quand on n'en sort jamais, naturellement, elle diminue. Mais parfois, on peut croiser des obstacles. Et si cet obstacle vient nous sortir de notre zone de confort, sans quoi ce ne serait pas un obstacle en même temps, à ce moment-là, soit ça va nous faire aller dans la zone d'apprentissage, soit dans la zone de danger. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces deux zones-là? La zone d'apprentissage, c'est une zone qui nous sort suffisamment de notre zone de confort pour qu'on ait à s'adapter, à apprendre quelque chose, à faire quelque chose de nouveau. Là où la zone de danger nous sort tellement de la zone de confort qu'on perd tous les moyens. Là, on ne sait plus quoi faire en fait. On est confronté à des choses qui nous procurent un stress tellement grand qu'on ne sait plus analyser, on ne sait plus comprendre, on ne sait plus réagir, on ne sait plus apprendre, on ne sait plus rien faire. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, en général, on va se cloîtrer dans notre zone de confort qui est réduite par une peur liée à cette zone de danger. Alors que si l'obstacle, on arrive à faire en sorte qu'il soit dans notre zone d'apprentissage, et ça c'est uniquement, comme on le disait tout à l'heure, une question de perception, comment on choisit de voir cet obstacle, et bien là on peut commencer à apprendre quelque chose. On peut commencer à retirer une expérience, une nouvelle vision peut-être de la réalité, ou de certains points de la réalité seulement. En tout cas, on en retire quelque chose qui fait qu'on peut le ramener dans notre zone de confort, et c'est le seul cas où ça augmente la taille de notre zone de confort. Sachant qu'on peut aussi faire ça sans avoir à passer un obstacle. En fait, on peut choisir d'aller dans cette zone d'apprentissage en tentant de faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, de simplement apprendre à faire les choses différemment, à voir les choses différemment, du coup. Et du coup... à continuer à évoluer. Voilà. Tout simplement. Et on garde une zone de confort qui reste à une taille constante et rassurante. C'est ça. Du coup, ça reste très important de régulièrement aller dans cette zone d'apprentissage pour continuer d'augmenter et d'agrandir notre zone de confort. Petite question du coup, comment on peut aller vers une zone d'apprentissage? Peut-être qu'il y a des caractères, sauf si je me trompe, qui ne sont pas attirés vers cette zone d'apprentissage. Donc, comment ils font quand il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément le caractère ou l'envie d'aller vers cette zone d'apprentissage et qui vont rester dans cette zone de confort. Comment ils font justement pour élargir cette zone de confort? Et qui restent dans leur zone de confort en pensant qu'ils font bien, parce que du coup, ils se rassurent et ils s'enferment dans des choses. Comment ils font? Alors généralement, c'est là où on les voit en consultation. Parce que c'est ce qu'on disait, si la zone de confort restait à taille constante, les gens pourraient trouver un équilibre de vie et rester dans cet équilibre de vie. Mais on sait tous que
pour avoir un équilibre de vie, que notre équilibre de vie, notre équilibre personnel reste constant, il y a besoin que nous, personnellement, on évolue pour maintenir cet équilibre. Si on n'évolue pas, il y a un déséquilibre. Et d'où ce côté où ça diminue et on se retrouve dans un sort d'entonnoir coincé. Et c'est là où souvent on les rencontre. Ouais. Et on les amène à regarder différemment les choses, à sortir le pied de l'autre côté de cette limite de zone de confort, d'y mettre un petit bout, un petit doigt. Et puis là c'est parti, c'est la thérapie. Parce qu'il n'y a pas de... Je dirais que dans l'absolu, il n'y a pas un caractère qui te dit « Non, tu n'iras pas dans cette zone d'apprentissage. Non, tu ne feras pas ça. » C'est plutôt la vision qu'on en a qui, à ce moment-là, nous réfrène, en fait. Alors que si on apprend à voir la zone d'apprentissage tout autrement, et d'une manière qui nous motive, d'une manière qui nous amuse, d'une manière qu'on trouve belle, n'importe en fait, quelque chose qui nous anime, eh bien on va y aller en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une tendance feignant. J'aurais tendance à pas aller vers cette zone d'apprentissage si on regarde ça en fait. Mais même si je suis feignant, bah, malgré tout, j'aime bien créer et créer de nouvelles choses en fait. Et du coup, bah, je passe mon temps à me renseigner. J'avais jamais fait de vidéo. Ce soir, j'ai sorti une vidéo sur YouTube. J'avais jamais touché un logiciel de retouche. Il a fallu que je m'y mette. Et tout ça, ça me fait sortir de ma zone de confort et aller dans cette zone d'apprentissage. Parce que ça m'amuse de faire ça. Parce que pour moi, c'est associé à une valeur importante qui va être le partage. Et voilà. Le tout, c'est que on n'a pas un caractère qui nous empêche de faire quelque chose. On a une vision qui n'est pas encore adaptée pour qu'on fasse cette chose-là. C'est tout ce qu'il y a. Et ça, bah, une vision, ce qu'il y a de bien, c'est que ça change en fait. Souvent, on a besoin d'être aidé pour changer de vision. Pas toujours, mais souvent. Mais ça se fait facilement. Ça demande un peu d'énergie quand la zone elle a rétréci et qu'on se sent coincé. Voilà. On a besoin d'énergie, mais l'énergie, même si les personnes pensent qu'elles ne l'ont plus, elles en ont. Ouais. Elles en ont. C'est un peu la difficulté, c'est que le problème, c'est que la plupart du temps, les gens qui ont cette problématique mettent du temps à venir nous voir. Ils finissent par venir nous voir, mais ils mettent du temps. Si bien que la zone de confort est tellement rétrécie qu'en fait, en sortir, ben, ils ont l'impression d'aller directement en zone de danger. Ils ne voient plus la nuance et la limite entre la zone d'apprentissage et la zone de danger. Et du coup, ils continuent de rester dans la zone de confort et elles continuent de diminuer. C'est pour ça que c'est important pour aller consulter avant justement de se sentir complètement bloqué en fait. Et apprendre. Et je pense que il y a aussi, bon là on sort un petit peu du truc, mais je pense qu'on devrait nous apprendre très jeunes à nous aventurer dans cette zone d'apprentissage et à s'amuser de cette zone d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait apprendre tout jeune mais qu'on ne nous apprend pas. Et pour vous, quels sont les éléments essentiels pour aller dans cette zone d'apprentissage, à s'habituer et à agrandir cette zone de confort? Là, pour le coup, moi, je dirais que ça dépend de la personne, ça dépend de ce qui t'anime, ça dépend justement de tes émotions un petit peu motrices. Ça va dépendre de tes valeurs. Enfin, techniquement, on a tous les mêmes valeurs, mais ça dépend de ton système de valeurs. Moi, par exemple, je sais que le jeu est quelque chose qui fonctionne assez bien en général. Enfin, quand je dis moi, c'est pas pour moi, mais c'est pour la plupart des personnes que je vois. Le jeu fonctionne assez bien. C'est quelque chose qu'on a un peu appris à oublier. Aujourd'hui, la société nous dit que quand on est adulte, on doit arrêter de jouer. Voilà, maintenant on est adulte, il faut être sérieux et tout. Alors que le jeu reste la base naturelle de l'apprentissage. Et le fait de jouer et d'avoir constamment de nouveaux jeux, et du coup de rencontrer de nouvelles situations, a tendance à nous faire aller dans cette zone d'apprentissage. Je pense, voilà, il n'y a pas un truc nécessaire pour ça. Je pense que ça dépend de chacun. Il faut juste trouver ce qui nous accroche. Il y a des gens, c'est par curiosité.
vont s'intéresser à quelque chose de différent parce qu'ils ont fait une rencontre. Par cette rencontre, ils ont envie d'aller voir plus loin et donc ils vont sortir de leur zone de confort et l'agrandir comme ça, grâce à la zone d'apprentissage qui va devenir leur zone de confort. Mais évidemment, là, on parle de personnes qui ne sont pas en souffrance. On parle de personnes qui ne sont pas en situation difficile. Car quand on est en situation difficile, on ne va pas sortir de soi-même. Enfin, on pourrait, mais il est difficile de sortir de soi-même cette zone de confort pour aller chercher une zone d'apprentissage et pour aller chercher des ressources pour aller mieux. Donc là, la consultation, il ne faut vraiment pas hésiter. On va revenir dessus. On a 2 questions très intéressantes dans le chat. La première de Eslidia, qui est: est-ce qu'à force de rétrécir, on peut venir à perdre totalement une zone de confort? Ou est-ce qu'il en restera forcément toujours un peu? Est-ce que ça ne disparaît jamais vraiment? Il en restera toujours un peu. Le problème, c'est qu'il y a un moment, elle risque d'être tellement étroite que on va plus rien s'autoriser. On va plus rien faire, en fait. On va s'isoler socialement. On va même plus oser sortir. Enfin, dis-toi que tant que tu n'as pas toutes les phobies du monde, c'est qu'il te reste une zone de confort. Sinon, c'est que tu es agoraphobe, oclophobe, germophobe. Enfin voilà, la zone de confort, si tu n'en as plus, c'est que tu as absolument toutes les phobies du monde, même celle de vivre finalement. Donc en fait, tu es mort. Donc non, techniquement, tant que tu es en vie, il te reste de la zone de confort. On pourrait peut-être faire un parallèle avec la personne âgée. Cette personne âgée qui a eu sa vie active et qui a fait plein de choses, qui a voyagé dans toute sa vie de jeune adulte, et qu'à mesure qu'elle a pris de l'âge, elle s'est renfermée dans sa maison, et puis dans sa maison, elle a commencé à s'isoler puisqu'elle a arrêté de travailler, elle est passée à la retraite, donc on réduit encore le champ. À la retraite, elle se dit, oh, je vais faire des activités, elle ne trouve rien dans des associations, donc elle fait des activités au domicile, elle restreint donc vraiment sa zone au domicile, et puis au domicile, dans sa grande maison, elle a besoin que de la chambre ou que du canapé et la cuisine, et puis elle utilise toujours les mêmes couverts, et puis elle a toujours le même programme télévisé, et puis donc du coup, elle fait toujours le même trajet dans sa maison, donc tout le reste de la maison n'est pas nettoyé, et elle diminue ainsi sa zone, on va dire, physique. Et le jour où elle tombe malade, et qu'il faut qu'elle sorte de sa zone, et qu'elle aille chercher du soin, là c'est très compliqué. Donc on peut faire ce lien de la zone de confort, on en restera toujours, mais qui vient complètement, on va dire, dans cet entonnoir qui nous fait vivre ou survivre des fois même. Mais du coup, techniquement, tant que tu es en vie, il restera une zone de confort. Une zone plus puissante. Il faut peut-être ne pas attendre qu'elle soit trop étouffante pour apprendre à en sortir. Petite question d'Amé. Ah, pardon Antoine, vas-y. Je sens. Est-ce qu'on a répondu à la question de Wabi juste au-dessus? Je crois pas. Non, je crois pas encore. Non. Mais la réponse va venir dans les diapos d'après. D'accord, ok. Bon, je laisse un peu de suspense pour toi, Wabi. Et Amé par la croix, au final, une zone de confort qui rétrécit, c'est surtout une question d'habitude qu'on perd. Alors, pas seulement, en fait. C'est-à-dire que si tous les jours, tu prends ta voiture pour aller travailler, qu'un jour tu as un accident, ça fait un événement traumatogène. Cet événement, tu ne sais pas forcément comment le gérer. Du coup, tu vas aller dans cette zone de danger qui va avoir pour effet de te provoquer une phobie, celle de prendre la voiture, et du coup, ça va rétrécir ta zone de confort. Parce que dans ta zone de confort, avant, tu avais la capacité de prendre la voiture et d'aller te promener, d'aller voyager, d'aller travailler, d'aller faire tes courses. Sauf que là, tu viens de la perdre. Et c'est pas parce que tu perds une habitude, c'est parce que tu as perdu l'accès à une de tes ressources, qui va être la voiture, là en l'occurrence.
la capacité de conduire. Parce que tu as traversé une zone de danger. Après, le fait qu'elle rétrécisse naturellement, c'est pas forcément ta zone de confort, c'est ta zone où tu vas avoir des habitudes, mais c'est pas que ça. C'est aussi tes connaissances, c'est aussi tout ton savoir-faire. Et par exemple, pour ma part, j'ai fait des études de maths. J'ai fait pas mal d'études de maths, sauf qu'après j'ai arrêté, je suis parti dans d'autres études, et aujourd'hui, tu me mets face à des trucs que je pouvais faire, entre guillemets, facile. J'ai jamais été fort, mais si tu me mets face à des trucs que je faisais moi à l'époque facilement, aujourd'hui je ne saurais plus les faire. Du coup, ma zone de confort a diminué. Pourtant, ça n'a jamais été une habitude de faire ça, c'est juste une connaissance qui est là. Et comme je ne la sollicite pas, elle finit par partir. En fait. C'est vrai que la tendance, peut-être, c'est pas si simple de voir ce qu'on met dans cette zone de confort. Il y a ce qu'on voit de l'extérieur, dans nos comportements, dans ce qu'on fait. Il y a également tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on ne montre pas, avec quoi on est à l'aise, avec quoi on n'est pas à l'aise. Donc tout ce qu'on évite parce qu'on n'est pas à l'aise, tout ce qu'on évite parce qu'on ne se sent pas capable de le faire, tout ce qu'on va éviter parce qu'on ne se sent pas légitime de le faire, tout ça va faire diminuer la zone de confort. Je ne sais pas si ça aide à répondre. C'est Anne finalement qui explique qu'elle voit mieux une zone de confort et que ça s'entretient du coup. Exactement, ça s'entretient. Et pour l'entretenir, on a besoin de sortir de cette zone. En fait. C'est un peu... C'est vrai qu'on ne parle pas comme ça de l'être humain dans le soin en France, mais l'être humain doit entretenir sa santé, certes biologique, physiologique, ça les médecins sont là pour ça, hein, ils nous donnent des petits médicaments pour ça. Mais également, on parle de la santé mentale, mais on ne sait pas ce qu'on met dedans. On parle de la santé mentale quand on est dans la pathologie, mais la santé mentale, elle existe sans être malade. Oui, l'OMS aujourd'hui dans la santé inclut à la fois une santé physiologique et une santé mentale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on croise, la santé mentale est complètement mise à l'écart en fait, alors qu'elle est primordiale. À l'école, on nous fait faire du sport. Et on nous dit, c'est bien, il faut faire du sport, ça entretient le corps, c'est nécessaire à la vie. Et on trouve sur Internet des milliers de chaînes YouTube pour apprendre à faire du sport, pour faire de l'entretien musculaire, ceci, cela. On voit plein de nutritionnistes, il faut manger comme ci, il faut manger ça, des repas équilibrés, 5 fruits et légumes par jour. Tous ces trucs-là, on les voit, on les entend et on le voit partout. Mais on ne nous dit pas comment prendre soin de notre mental. Et pourtant, c'est tout aussi important. Pour pas dire plus important. C'est la base. Ça serait un parti pris, mais c'est tout aussi important en fait. On oublie. Ça, c'est tout le sens de la chaîne YouTube, tout le coup qu'on est en train de lancer. Mais ouais, je pense que c'est très très important. On devrait apprendre ça. Et je pense qu'à l'école, on devrait avoir des cours de cerveau, des cours de mental, des cours de... on a une émotion, ok, comment je la gère, qu'est-ce que j'en fais, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, pourquoi, comment Est-ce qu'elle est bien pour moi, est-ce qu'elle n'est pas bien, est-ce que je la prends comme telle, est-ce que je laisse s'exprimer comme ça ou pas. Ça, on peut agir dessus. Oui, on ne subit pas nos émotions. Si tu les subis, c'est que tu es dans la zone de danger. Ou alors tu peux être dans la zone de confort à subir. C'est un confort de subir, parce que du coup, c'est quelque chose que tu sais faire, subir ton émotion. Mais du coup, c'est quelque chose qui va probablement réduire ta zone de confort. Il y a des choses. Pardon, je suis désolée, je rigole parce que je voyais donc le message de Amé Palacroix qui expliquait que à cause du confinement, une de ses amies avait de plus en plus de mal à sortir dehors et qu'elle avait dû faire un effort pour reprendre l'habitude de sortir. Ouais. Voilà. C'est bien qu'elle l'ait fait en tout cas. C'est vraiment chouette parce qu'il y a plein de gens qui continuent de rester enfermés et qui ont du mal à passer le pas, de se dire bon, il faut sortir. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, mais c'est important de s'autoriser. Mais là, c'est toujours des choses qui se voient dans le comportement. Oui. Donc, des fois, humainement, il est plus facile de bousculer un comportement, une habitude, qu'une habitude de pensée, qu'une habitude de ressenti, qu'une habitude d'émotion.
Voilà. Et c'est là où c'est... C'est que dans la zone de confort, on y inclut tous les mécanismes internes qu'on a à l'heure actuelle, en fait. Et ces choses-là aussi, on peut apprendre à les changer, apprendre à les faire aller dans cette zone d'apprentissage pour faire différemment. Et c'est ça, tous ces cours-là, on devrait les avoir à plus jeune âge. Mais on n'apprend pas, et du coup, c'est une des raisons qui me fait dire qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'aller voir un professionnel, même quand on va bien. Et ainsi, nous avons Estidia qui va dans le sens de César, qui explique qu'il y a des maîtresses et des maîtres qui mettent en place de la cohérence cardiaque afin de permettre aux gamins donc, de se recentrer sur eux et sur l'instant présent. Ouais. Ça, c'est chouette. Moi, c'est les noms, ça me fait toujours un peu rien, parce on avait inventé plein de noms différents pour parler d'une même chose, mais c'est de la méditation. C'est de l'hypnose, c'est de la pleine conscience. Tout ça, ça se rejoint un peu. Le fait est que c'est de se raccrocher à soi-même à un moment ou à un autre de la journée. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement. Avec tous ces moments où on est un peu parti dans nos pensées, où on est un peu ailleurs ou quoi, c'est des trucs qu'on fait en fait. Et c'est un peu sur le même continuum, parce que dans un cas, notre esprit part, et dans l'autre cas, notre esprit revient vraiment dans notre corps. Et c'est un travail qui est très similaire et qui se fait assez bien et qu'on devrait apprendre. Ouais, c'est chouette qu'il y ait des instituts qui font ça. Après, j'ai entendu parler de certaines dérives, mais sur le principe, c'est bien. Il faut le faire en jeu à la maison. À un moment dans la journée, on prend le temps de comprendre qu'on est en train de respirer, tout simplement. Notre corps, il est en train de fonctionner sans qu'on s'en rende compte. Et peut-être c'est bien de s'en rendre compte. Ouais, ça. Il fait des milliers de choses sans qu'on s'en rende compte. Et en permanence, il équilibre toutes les hormones qu'on a, toutes les cellules de notre corps sont en train de changer, de muter, de se diviser, d'évoluer. On a des pensées qui se font presque toutes seules, on a le cœur qui bat, le poumon qui respire et tout. Et à un moment, c'est bien de se reconnecter à ça, de prendre le temps de ça. Et c'est écouter une partie de soi quelque part de faire ça. Et donc, les élèves appellent cela la bubule. Et par transition, il y a Amé Palacroix qui demande si la méditation est essentielle selon vous. Oui. C'est la base de l'être humain. Je suis allée un peu... c'est quelque chose que la société nous a appris à oublier. Pour autant, c'est quelque chose qui est très très important, qui est naturel. En fait, la méditation en soi, enfin encore une fois, c'est qu'une appellation. Techniquement, c'est la transe qui est nécessaire. Par jour, on passe à peu près une demi-heure à 1 heure en transe, et on le fait tous de manière naturelle. Quand tu vas d'un point A à un point B sans vraiment te rendre compte du chemin que tu as fait, parce que tu étais dans tes pensées, à ce moment-là, tu es en transe. Quand tu fais la vaisselle, que ton esprit part ailleurs et que tu as fini la vaisselle sans vraiment t'en rendre compte, tu étais en transe. Tous ces moments-là, c'est des moments quand tu lis aussi et que tu pars complètement dans un autre univers, tu es en transe. Et ces moments-là, tu en as besoin. Ton cerveau fait un tri, fait des liens, construit des choses, élimine d'autres choses. C'est quelque chose qui est naturel et qui est nécessaire. Et de la même manière, le fait de te conditionner pour le faire à un moment ou un autre à travers la méditation, à travers l'auto-hypnose, à travers la pleine conscience ou quoi, ça fait que tu dis à ton cerveau, là c'est bon, tu peux faire ton travail. Et je t'accompagne dans ce travail-là. Et bien, il va le faire d'autant plus efficacement, d'autant plus naturellement, d'autant plus avec plus de douceur aussi, donc plus de respect avec toi-même, entre guillemets, plus en accord avec toi-même. C'est quelque chose qui a été très présent à travers quasiment toutes les cultures et qui a disparu d'un seul coup. Ouais. Et qui revient. Des fois, c'est embêtant les effets de mode, mais pour la méditation, c'est bien que les effets de mode reviennent. Je trouve ça bien. Il y a des bonnes modes. Donc la méditation, c'est très chouette. Eh bien, je pense qu'on peut répondre à la question de Wabi de tout à l'heure avec votre slide à venir.
Ça bug un peu Il y d'ailleurs. a une petite flèche qui... Ah oui. Et donc, pour aller mieux, quoi qu'il arrive, il va falloir sortir de la zone de confort à un moment ou à un autre. Et le but, c'est de faire en sorte que notre zone d'apprentissage, quelque part, devienne notre zone de confort. Plus précisément, en fait, la zone d'apprentissage, en un sens, elle est infinie. Parce qu'on n'aura jamais le temps dans notre vie de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc elle est infinie. Le but, c'est d'apprendre à aller récupérer quelque chose de cette zone de confort, de cette zone d'apprentissage, et de la ramener dans notre zone de confort. Et d'aller grappiller peu à peu des choses de la zone de confort pour faire venir de la zone d'apprentissage, pour la faire venir dans notre zone de confort. Mais le problème, voilà, c'est que parfois on se retrouve confronté à être dans la zone de danger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, la question, je ne sais plus comment elle était tournée. C'était comment sortons de la zone de danger quand elle est devenue notre zone de confort. La zone de danger ne peut pas devenir la zone de confort. Elle ne l'est pas. Elle est nécessairement très éloignée, entre guillemets, de cette zone de confort. C'est pour ça qu'on n'arrive pas du tout à la gérer. Par contre, on peut ramener quelque chose de la zone de danger dans notre zone de confort. C'est comme ça qu'on va créer des anxiétés, qu'on va créer des phobies, des tocs, des choses, entre guillemets. Je pensais, parce que tout à l'heure, peut-être qu'on a raccourci dans notre langage en disant qu'on restait dans cette zone de danger. Ouais. En étant dans une zone de confort. Donc, en soi, ça ne peut pas devenir la zone de confort. Par contre, elle a l'effet de réduire la zone de confort. Mais quand on est dans cette zone de danger, on peut faire en sorte de la voir autrement et du coup, plutôt que de se retrouver dans cette situation en zone de danger, faire que cette situation devienne pour nous une zone d'apprentissage. Et ça, c'est faire un switch de perception, de vision des choses, d'accès aux ressources, de compréhension de la situation. C'est un tout. Et pour ça, c'est pour ça que là, on a repris le schéma et qu'on a mis une nouvelle flèche, qu'on voit cette flèche de la zone de danger qui va vers la zone d'apprentissage. Et souvent, ce travail-là, on ne peut pas le faire tout seul. Je dis souvent parce qu'il y a toujours quelques exceptions. Il y a des personnes qui arrivent à surmonter certaines problématiques qui appartiennent à la zone de danger tout seul. C'est chouette. Mais la plupart n'y arrivent pas. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que quand on est dans la zone de danger, on a besoin de soutien. On a besoin d'aide. Et dans ce cas-là, vers qui on se tourne? Généralement, vers ceux qui sont à On te côté. le demande. Eh bien, toutes les personnes qui peuvent nous aider sont importantes et peuvent jouer un rôle. Mais ils ont des rôles différents, par contre. Automatiquement, hein, allô maman, allô papa, ah, j'y arrive pas, j'en peux plus, il fait jamais rien, je fais tout à la maison, ça change pas, je fais des efforts, j'ai beau lui expliquer, ça changera jamais. C'est ça. Ouais. Donc évidemment, un petit message caché, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un bon réflexe hein, de dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin de solutions, j'ai besoin d'aide. Je me retourne vers les gens qui sont autour de moi, la famille, les amis. C'est un très bon réflexe. Ça. Je ne dis pas qu'ils ont toujours de très bons conseils. Généralement, ils ont leurs conseils qui fonctionnent pour eux et pas forcément pour nous. Vous savez, ces petits conseils, ces petites intentions. Ah, mais là, il faut faire ça. Qui malheureusement... mon patron, il me fout de la pression à longueur de temps. Bah, dis-lui d'aller se faire foutre. Non, mais conseil de merde, en fait. Ça va aller pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Ça, on a entendu ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le problème. C'est que parmi tous les soutiens différents qu'on a affichés là, il n'y en a aucun qui est habilité à donner un conseil. Éventuellement, le psychiatre, quand il va conseiller de prendre des médicaments face à certaines problématiques. Mais après, ce ne sont pas des conseils, en fait. Ils ont bien des rôles différents, et en particulier, donc là, on parlait plutôt
plutôt des amis et de la famille, leur rôle, c'est de soutenir. Ça n'est pas de donner des conseils, c'est d'écouter, de compatir, d'entendre la souffrance de l'autre, de lui montrer qu'on est là. Mais donner un conseil, c'est rarement efficace en fait. Voire même, ça peut donner l'effet inverse, ça peut bloquer la personne, ça peut lui se dire ouais, c'est vrai que je peux faire ça, mais je n'y arrive pas. Bah oui, parce que peut-être que ce conseil n'est pas adapté à toi en fait, tout simplement. On donne un avis. C'est un avis, et un avis, c'est du jugement. Et c'est par rapport à soi. C'est très difficilement par rapport à l'autre. Il faut dire que l'autre, dans la famille, on ne va pas forcément tout raconter. On raconte qu'une partie de ce qui nous dérange. Et donc forcément, ce qui nous revient n'impacte sur la totalité. Donc, on peut aller voir un coach. Du coup, ça marche bien, les coachs en ce moment. Les coachs de vie. J'ai entendu coach émotionnel, là, dernièrement. Je ne connaissais pas. Coach de vie, coach émotionnel, coach en développement personnel. En gros, c'est quelqu'un qui est là pour... En général, c'est quelqu'un qui a des outils qu'on peut utiliser en psychothérapie, mais qui n'est pas formé à la psychothérapie. Du coup, ils ont un rôle qui est bien, mais je dirais que quand on est vraiment dans cette zone de danger, il vaut mieux se tourner vers des thérapeutes ou des psychologues. Quand on est dans la zone d'apprentissage, ça peut être quelque chose de vraiment un soutien très puissant en fait. Ça peut vraiment nous aider à s'aventurer plus loin dans cette zone d'apprentissage, à retirer plus de choses de la zone d'apprentissage, plus efficacement, à construire aussi notre passage vers la zone d'apprentissage. C'est aidant dans ces cas. Ça aide à faire autrement, ça c'est certain. Mais la zone de danger, c'est vraiment les deux points suivants, les thérapeutes et surtout les psychologues et psychothérapeutes, bien évidemment les médecins, les psychiatres, qui sont formés à l'accompagnement dans les zones de danger. Ils sont vraiment, vraiment formés pour... voilà, attention, qui voir à quel moment. J'allais vous dire, si vous allez voir un thérapeute qui ne peut pas vous aider, il est censé savoir vous orienter ou alors vous dire qu'il ne peut pas vous aider. Ça, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. S'il n'est pas capable de le faire, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et c'est un peu la problématique aussi des coachs et entre guillemets, certains thérapeutes. Par exemple, on peut le trouver, il y a plein d'hypnothérapeutes sur Bordeaux. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont efficaces en tant que thérapeutes? Ça, c'est une question à se poser en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine efficacité, puisque l'outil est efficace, mais est-ce qu'il est adapté à votre besoin? C'est une question qu'il faut réussir à se poser. Ça. Et souvent, quand on va voir, souvent, c'est triste parce que pour moi, il faudrait aller le voir dans tous les cas, mais souvent, quand on va voir quelqu'un, c'est qu'on a besoin d'aide, qu'on est dans cette zone de danger, notre zone de confort est beaucoup trop réduite. Et à ce moment-là, le coach ou le thérapeute n'est pas forcément le plus indiqué. Même s'ils ont un rôle à jouer, encore une fois. Mais qui n'est pas celui-ci. On a une question qui est en fait, quel que soit l'interlocuteur, ce ne sont pas tellement des conseils, mais des pistes éventuelles à envisager. Pas tellement de conseils à appliquer sans se questionner. Généralement, ce qui est les pistes, alors je suis d'accord, hein, les pistes éventuelles envisagées, oui, en fonction de la personne, en fonction de ce que la personne a apporté auprès du spécialiste, auprès du professionnel. Mais ne pas partir du principe, moi, j'ai eu un petit coup de déprime, je suis allée voir tel psychologue, il m'a aidé en 3 séances, ou il m'a aidé avec telle technique. Oui, c'est comme un régime alimentaire, quel que soit le régime alimentaire, il fonctionne pour la personne qui a consulté. Donc oui, et puis, comme pour un régime, il faut être honnête sur tout ce qu'on fait. Donc le conseil, on dit conseil, mais c'est plutôt pour faire l'accompagnement qu'on propose, l'aide ou le guide qu'on met en place, c'est vraiment pour amener la personne à se faire ses propres outils avec ce qu'on a pu lui apporter et de les mettre en application comme elle peut dans sa vie à elle. C'est vraiment ça. C'est pas vous devez faire comme ça.
il serait bon que vous fassiez comme ça. Non. Voilà, c'est si tu peux compléter. Le rôle d'un psychologue, c'est de t'aider à trouver ta propre solution. Ça n'est pas de t'apporter une solution, c'est de t'amener à ta propre solution en fait. Donc il peut te donner des pistes, il peut te donner quelque chose qui peut être perçu comme un conseil, de l'ordre, par exemple, une ordalie qu'on donne souvent. Une ordalie, c'est une prescription, entre guillemets, de choses à faire. Quelque chose qu'on donne souvent, c'est apprendre à ne pas se dire « il faut », à ne pas se dire « là, je dois », ne pas se donner des ordres, entre guillemets, à soi-même, en fait. Parce que le fait de se donner un ordre, ça fait qu'on le voit comme une obligation, comme quelque chose de chiant à faire, qu'on n'a pas envie, et du coup, on n'y a aucune motivation à le faire. Donc la plupart du temps, on procrastine dessus, on ne le fait pas, on se trouve des excuses. C'est des choses qu'on a toujours entendues. C'est il faut, le petit doigt levé. Tu dois passer ton bac. Il faut ranger sa chambre. Et puis quand on est grand, il faut avoir des responsabilités. Voilà, c'est ça. Et ça, le cerveau, il est conditionné à dire « ah, il faut », plus tard, après. Et ça, par exemple, ça pourrait être perçu comme certaines personnes comme un conseil. Mais ce n'en est pas un, quelque part. C'est simplement une hygiène de vie. C'est comme si on te disait, bah, se laver tous les matins, c'est quand même mieux, non? C'est pas un conseil, en fait. Il y a un moment, c'est pas un conseil sur les choses à faire, c'est un conseil sur ton hygiène de vie, sur ton hygiène de pensée. Et là, le psychologue est habilité à ça. Donc voilà, je pense que la nuance n'est pas toujours très claire entre un conseil et une ordalie, entre une piste et une idée, entre guillemets, d'hygiène, mais elle est à faire. Après, parfois, dans certaines formes de thérapie, en particulier dans la thérapie brève, on peut vous donner des choses à faire. Mais ce n'est pas un conseil. C'est une ordalie, c'est une prescription. Par exemple, j'ai une patiente qui est envahie par ses parents, complètement envahie. Ses parents viennent régulièrement. Ils payent les repas, ils payent plein de choses, mais bon, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu t'es inscrit à telle école? Est-ce que nanani, nanana? Ils s'occupent de tout. Et il y a un moment où cette personne est étouffée. Et elle a tendance à réagir avec ses parents en disant non, arrêtez, bon, c'est bon, allez, c'est bon, arrêtez de faire ça, je sais faire, à se mettre un peu en opposition quant au conseil des parents, quelque part. Et là, du coup, ce n'est pas un conseil que je lui ai donné, c'est quelque chose que je lui ai, entre guillemets, ordonné de faire. C'est une ordalie, une prescription. Ce week-end, appelez vos parents, dites-leur de venir chez vous et de s'occuper de tout, parce qu'ils comptent pour vous, parce qu'ils sont importants et que vous savez que vous êtes important pour eux, donc demandez-leur de le faire. Et ça paraît absurde. Et là, le truc, c'est que c'est pas un conseil. C'est quelque chose qui a à faire parce que ça va changer la perception que la personne a de ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Que la personne a de ce que les parents ont fait jusqu'à maintenant. Et même, ça va changer la vision que les parents ont de ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à maintenant. C'est pas fais ça et continue de le faire. C'est pas un conseil. C'est ça va changer la perception de toutes les choses qui se passent dans cette situation. Donc voilà, il y a des petites nuances parfois à avoir, et j'en conviens que c'est pas toujours évident de faire cette différence-là. J'aime beaucoup dans le chat. Du coup, est-ce qu'un proche qui est thérapeute par ailleurs peut donner des conseils? Je dirais même, prenez-le comme thérapeute. Alors, si personne n'est habilité à donner des conseils, qu'il soit ami ou thérapeute, s'il est ami et thérapeute, il n'est pas habilité à donner des conseils. Par contre, il peut partager un savoir qu'il a. Il ne peut pas te prendre en thérapie parce qu'il y a une valeur affective qui est là, alors que quand on prend en charge quelqu'un, il est nécessaire d'avoir une certaine neutralité.
Pour autant, le thérapeute a un certain savoir, et ce savoir-là, il peut le partager avec ses amis, il n'y a aucun problème. C'est pas des conseils, c'est un partage de savoir et un partage de connaissances. Ou juste un partage de réflexion. Aussi. C'est important. Oui, c'est d'autant mieux d'ailleurs, puisque les deux s'enrichissent. Bon, on est avant tout amis finalement que thérapeute dans ce genre de relation. Oui. Ah oui. C'est important de garder ça. Donc je pense que là, tout le monde a compris. Rien ne peut se faire sans la personne concernée. Il faut être avec soi, pour soi, avec ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on appelle les ressources. Donc il faut être acteur de sa vie. Ça, je sais que c'est des choses... Ça peut faire une phrase très bidon, très bateau. Allez, il faut être acteur de sa vie. Et concrètement, on ne sait jamais ce qu'on met derrière. Il y a deux types de personnes dans la vie, les spectateurs et les acteurs. Ça fait bidon en fait, mais c'est vrai et c'est important. Mais c'est vrai. Parce que le nombre de fois où en thérapie, les gens ils arrivent, ils s'assoient et puis ils attendent. Ils attendent un cachet invisible. Hein. Surtout en hypnose. Mais c'est... ouais, surtout en hypnose, c'est allez-y, parlez-moi, guérissez-moi. Donnez-moi de la force et puis je repars. Ouais. Ça marche pas. Non, rien ne fonctionne si la personne n'est pas active dans ce qu'elle fait. Mais ça marche pour tout. Hein. On ne peut pas se réveiller si on n'est pas acteur de son réveil. On ne peut pas s'alimenter si on n'est pas acteur. Certains patients qui se font alimenter par des sondes, mais on va pas aller à l'extrême, mais on va rester dans l'image. L'image, on est acteur de tout ce qu'on fait pour soi. Et surtout là, si on n'est pas acteur, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le soin. On donne sa santé mentale, son bien-être à quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas être bien. C'est ça. C'est beau. Et du coup, tout en étant très acteur et actif dans ce qu'on fait et investi, quand on se tourne pour aller chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, il y a entre guillemets, des règles à comprendre, des choses à comprendre. C'est que il y a une méta-analyse qui a été faite il y a quelques temps. Peut-être que si JB est encore là, il saura nous dire quand ça a été fait. Mais qui nous montre que je crois que c'est de l'ordre de 30% de la réussite de la thérapie dépend de la relation qu'a le patient avec le thérapeute. Le feeling avec le thérapeute est hyper important. C'est quasiment, enfin c'est ce qui prime dans la condition de réussite ou non de la thérapie. Donc si vous allez voir un thérapeute et que vous sentez pas le truc passer, que vous vous sentez pas à l'aise de dire tout ce que vous avez à dire, que vous vous sentez pas à l'aise parce qu'il y a peut-être que la personne va être trop froide, peut-être que la personne va avoir un visage qui vous plaît pas, ça peut être tout bête, hein. Son visage vous rappelle quelqu'un et ça vous va pas, n'importe quoi. Si vous avez un blocage quelconque avec le thérapeute, changez. Le thérapeute se doit de comprendre ça et de ne pas le prendre personnellement. Et c'est important de se sentir à l'aise et en relation avec son thérapeute. Et je pense qu'on le dit dans... C'est beau. Et en plus de ça, il faut aussi essayer de trouver l'outil qui nous correspond, qui nous va, pour une raison ou pour une autre. Il y a des personnes qui viennent au cabinet parce qu'ils ont envie de tester l'hypnose. Ils ne savent pas si ça va leur aller ou pas, mais ils le testent. Et rien que ça, déjà, en fait, c'est une bonne chose. Et du coup, il faut dissocier ce que c'est que la thérapie brève de la thérapie longue. C'est marrant, juste avant de commencer, Antoine nous posait un peu la question. Du coup, on n'a pas répondu tout de suite. Mais ce qu'on appelle thérapie longue, en vrai, on a mis des guillemets sur la diapo parce que ça n'a pas cette appellation-là. C'est un abus de langage de l'appeler comme ça par opposition aux thérapies brèves. Les thérapies brèves, c'est toutes les thérapies qui ont été construites pour avoir une action directe sur, qui sont entre guillemets orientées solution. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, on essaie de comprendre comment elle s'est mise en place, et pas pourquoi, mais comment elle s'est mise en place, et comment faire autrement, comment faire mieux, comment faire plus facile, comment faire
plus léger ou quoi, mais simplement comment faire autrement. Et on s'active à faire ça. Il y a l'hypnose, il y a la PNL, il y a thérapie familiale et systémique, il y a thérapie provocatrice, il y a toute l'école Palo Alto en général, en fait, c'est un peu les papas de la thérapie brève. Et donc, par opposition, on appelle thérapie longue toutes les thérapies qui vont s'intéresser au pourquoi. Donc pourquoi est-ce que là tu te sens triste? Parce que quand tu as vécu ça, ça doit être déjà fait ça, et puis avant ça, et puis quand tu étais enfant. Techniquement, c'est pas que ça, mais très souvent ça tourne autour de la psychanalyse en fait. Et donc là, c'est un autre travail. C'est un travail qui est complètement différent. Moi, j'ai un parti pris là-dessus, mais c'est pas objectif, j'en ai conscience. Mais j'aurais tendance à me dire, la psychanalyse, c'est une analyse, c'est pas une thérapie. C'est une analyse de pourquoi tu t'es construit comme ça, de comment éventuellement tu t'es construit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça peut aider à mieux te comprendre aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas changer. C'est pas ça qui va te sortir de tes problématiques. J'imagine que et après tu peux réussir à en sortir, mais ça suffit pas. J'imagine qu'une bonne analyse justement peut avoir un effet déclencheur. Voilà, c'est quelque chose qui peut t'amener à comprendre les choses, et le fait de les comprendre, ça peut t'aider après à changer. Mais c'est pas la psychanalyse en elle-même qui a cet effet. C'est toi, de ce que tu en as compris. Voilà. Mais mon point de vue est peut-être un peu dur, entre guillemets, avec la psychanalyse. C'est quelque chose de différent. Ça dépend qu'est-ce qu'on va chercher. On peut faire passer de l'une à l'autre. Il n'y a pas... Ouais, je dirais même que ça peut être facilement complémentaire. Par contre, voilà, il faut comprendre que les thérapies brèves, c'est une dizaine de séances. Là où la thérapie longue, c'est une séance toutes les semaines pendant plusieurs années. C'est un peu plus... Voilà. Mais c'est pas le même but pour moi aussi. Ce serait merveilleux si cette approche... J'ai même plus besoin du coup de dire à haute voix, vous le faites tout seul, donc c'est bien. Ce serait merveilleux si cette approche de la psychanalyse était plus courante. Je pense qu'on est nombreux à avoir perdu du temps sans l'approche TCC pendant le temps. Et oui, les TCC, c'est des thérapies brèves. Alors, c'est un peu discuté en fait la TCC pour le mettre dans la thérapie brève. Il y en a certains qui disent que oui, d'autres disent que non. Voilà, bon, c'est pas... En tout cas, c'est pas une thérapie longue. Mais voilà, parce que parfois, tu as besoin quand même de beaucoup plus que 10 séances. Mais parfois, non. En tout cas, il y a un nombre de séances déterminées dans la TCC, et puis tout est bien posé au départ. À des contrats, tout est bien posé. Et c'est vrai que c'est orienté solution avec un comportement, avec tout un protocole bien fait à suivre et tout. Après, je trouve ça triste de considérer d'avoir perdu du temps sur une psychanalyse, quoi. Il y a forcément quelque chose à apprendre. Peut-être que ça n'a pas apporté des solutions, mais il y a quelque chose à prendre. Donc, bon, après, tu as mis des guillemets, donc je pense que le temps n'était pas si perdu que ça. Mais prends ce qu'il y a à apprendre quand même de la psychanalyse, parce qu'il y a forcément un gain. Peut-être cette notion de perte de temps, c'est parce que tu voulais une solution à ta difficulté qui n'arrivait pas forcément. Mais oui, tu as forcément, après, dans cette approche, pris des choses. Iseult a mis après... Pardon, j'ai peut-être pas utilisé le bon terme. Bon, je me suis trompé. Thérapie intégrative. Bref, les thérapies brèves en général. C'est ça. On est d'accord. Oui, les guillemets. Oui, les guillemets, car on apprend, comme tu dis. Mais si on était éclairé justement sur ce sens de l'analyse, on l'appréhenderait comme elle l'est. Enfin, c'est mon avis. C'est vrai. On n'en ferait pas la même chose sur le moment.
En tout cas, c'est vrai. Parce que oui, c'est deux choses différentes, mais le problème, c'est que tout le domaine de la psychologie aujourd'hui est assez obscur pour la plupart des gens. Et à la fois, c'est... je vais peut-être reprendre les mots d'un grand poète. On a une notion si vague de la psychologie que ce vague même de cette idée devient pour nous la définition de la psychologie. C'est-à-dire que c'est un terme avec lequel on est très familier, mais en vrai, on en a une définition très vague. Et le fait d'en avoir une définition vague, eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va dedans. Si bien qu'il y a plein de gens, enfin, je pense que tout le monde connaît ça, quand on est la personne à qui tous les amis viennent se confier, on a tendance à dire ouais, moi je suis le psy de mes amis. Non, ce sont deux choses différentes et bien distinctes, et il faut faire attention à ces choses-là. Ce n'est pas la même chose. Et bien là, c'est un peu pareil. Et étant donné que tout ce domaine-là est quand même assez obscur pour la plupart des gens, ils connaissent pas et ils confondent beaucoup de choses. Ce qui est normal, hein, on ne nous éduque pas à ça. Mais ouais, la psychanalyse n'est pas du tout la même chose, à mon sens, que la psychothérapie. Et je pense qu'on gagnerait plus à ça. C'est pas la même chose qui s'y passe, en tout cas. Ouais. Et si on avait conscience de ça et qu'on irait vers la psychanalyse en sachant ça, le gain serait bien meilleur encore. Oui, c'est vrai. Parce que les gens n'iraient pas pour chercher la même chose. Je me permets juste, comme me le fait remarquer Charlène il y a un instant. Oh, ça capte, c'est pas cool. Comme me l'a fait remarquer mon téléphone d'un coup, il est 21h36. Je propose qu'on enchaîne pour pas que ça nous on a trop terminé longtemps. maintenant, c'est simplement C'est demandez-vous Ah bah, peu vous où est-ce êtes que parfait. vous en êtes avec votre Incroyable. zone de confort. Et il y a une question que j'ai entendue il y a quelques temps et que je trouve très intéressante vis-à-vis justement de cette zone de confort et la zone d'apprentissage. Je pense que c'est une question qu'on devrait tous se poser de temps en temps. C'est quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Oh là là. Prenez le temps de réfléchir à ça et du coup demandez-vous depuis combien de temps vous n'êtes pas vraiment aventuré dans cette zone d'apprentissage.